Merci, bonjour à tous. Merci, cher Éric Balmer, de l'invitation. Voilà, merci de cette introduction, mais nous aurons l'occasion de rebavarder ensemble après la présentation. Effectivement, ce matin, je me présente plutôt comme un architecte urbaniste, je dirais plutôt urbaniste qu'architecte, vous allez comprendre pourquoi, et qui se consacre à des questions de projets d'aménagement et de grands plans urbains. Alors évidemment, le projet des Jeux Olympiques à Paris a suscité un certain nombre d'élans, un certain nombre de projets, des projets pas forcément de construction nouvelle, car Paris, comme vous le savez, est relativement bien doté, mais des projets qui cherchent à améliorer ou à conforter ce que l'on pourrait appeler le vivre ensemble, même si la formule, je la trouve un tout petit peu discutable, mais disons qu'elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Mais tout ceci n'est pas, je dirais, nouveau, entre guillemets, puisqu'il y a d'autres projets que nous avons développés auparavant, et en particulier, comme cela a été dit, Vernier, le quartier de l'Étang. En fait, c'est une méthode de travail, c'est-à-dire, je considère que l'urbaniste, mais c'est vrai dans la plupart des pays dans le monde, l'urbaniste développe son plan urbain, mais ne construit pas. En France, c'est un petit peu différent, car les urbanistes sont payés avec un lance-pierre. Donc, pour compenser ce peu d'honoraires pour développer des projets urbains, il y a effectivement une compensation en construisant un bâtiment ou deux bâtiments. Ce n'est pas une bonne idée, parce que ça crée en fait une situation aussi bien pour le client que pour l'architecte, un petit peu inconfortable, car comme vous le savez, un projet, c'est plutôt une course de haies qu'un sprint en terrain plat. Donc il faut pour ça avoir une certaine liberté pour pouvoir sauter les haies en toute tranquillité. Vernier, c'est un projet extrêmement intéressant. Quand je dis magnifique, ça veut dire un terrain qui est en fait un brownfield, une friche industrielle, et toute friche industrielle a un futur qui est radieux par définition, puisqu'elle ne peut être mieux qu'elle-même. Donc c'est un démarrage, même si ça peut paraître au premier regard un peu ingrat, c'est un démarrage qui est toujours positif en termes d'études. Et l'idée et la méthode que nous avons développée à Vernier, c'est petit à petit, autour d'un projet global, d'un projet que l'on dessine sérieusement, c'est-à-dire que ce ne sont pas des images de publicité ou des images de vente, ce ne sont pas des images commerciales, ce sont des images d'architecture dessinées, calculées, afin de savoir de quoi on parle. Et évidemment, nous ne rentrons pas dans le détail de chaque bâtiment, mais nous en développons quand même sous forme d'esquisse, si vous voulez, la nature et surtout les volumes et les organisations. Et ceci permet quelque chose qui est très important et très intéressant, c'est que petit à petit, on se mette tous autour d'une table. Au début du projet de Vernier, nous étions peu nombreux, nous étions 2-3 autour de la table, et petit à petit, d'autres sont venus travailler avec nous. Évidemment, nos partenaires techniques, entre autres, mais petit à petit, le public, c'est-à-dire que les villes, l'État, etc., sont venus petit à petit autour de la table afin de partager la réflexion concernant le développement urbain de ce quartier. Et c'est cette table, en fait, vous verrez comment nous l'avons réorganisée, si je puis dire, ou redéployée au niveau des Jeux Olympiques. C'est cette table qui a permis de porter le projet et qui a donné aussi, évidemment, une plus-value substantielle à notre ami Berda. Voilà. Donc, il n'y a pas de miracle, c'est en travaillant ensemble, en fabriquant des projets ensemble, qu'on crée de la valeur. Ce n'est pas seulement des questions de coût, c'est des questions de valeur. Et effectivement, Vernier a acquis une certaine valeur. Même chose en ce qui concerne le village olympique. Le village olympique, c'est un projet qui s'inscrit dans une politique beaucoup plus large, qui est la politique, effectivement, du développement de Paris et surtout du Grand Paris. Car le village olympique s'inscrit par rapport au tracé du nouveau métro. Pour ceux qui s'intéressent à cette infrastructure, c'est un projet aujourd'hui avoué à autour de 35 milliards d'euros. Donc c'est un projet extrêmement important. C'est 70
stations nouvelles qui vont graviter autour de Paris, c'est une révolution pour la France, car en fait, on est toujours passé par Paris, par le centre de Paris, pour aller quelque part en France. Demain, 10 millions d'habitants, c'est-à-dire les 10 millions qui habitent autour de la capitale, auront leur propre métro pour circuler autour de la capitale sans passer par la station Châtelet-Les Halles pour être redirigé. Donc le village des athlètes s'inscrit dans cette politique. Il s'inscrit aussi dans une politique, voilà une carte que nous avons dessinée il y a maintenant quelques années au début de nos études. En fait, sur un territoire de 4 km par 4 km, il y avait 44 projets en action. C'est dire si le nord de Paris, si toute cette partie que l'on appelle le 93 et autres départements sont actifs. Et en fait, c'est la transformation de Paris en Grand Paris. Ça sera, aujourd'hui les temps sont différents, plus délicats, mais enfin tout ceci est assez cyclique. Ça sera l'Eldorado du futur, car la population est jeune, elle a plus à gagner qu'à perdre, donc il y a là un potentiel actif, vivant et extrêmement puissant. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est aussi un fil bleu, c'est la Seine. Tout s'organise autour de la Seine, vous l'avez vu à la télévision, ou ceux qui ont pris la pluie le soir de l'ouverture des Jeux, eh bien, tout s'organise autour de la Seine, avec, évidemment, en Seine, des îles historiques, mais des îles futures. Là, nous sommes sur le site du village olympique, une partie. Et le village se développe un peu plus à droite. Donc il y a là petit à petit aussi une géographie qui va se transformer en ville, qui va accueillir petit à petit toute une nouvelle structure urbaine. Cette structure urbaine, elle vient, comme dans les autres récits, si je puis dire, des Jeux Olympiques, elle va venir compléter la ville, transformer la ville, participer à la transformation de la ville avec un certain nombre de revendications. Des revendications qui ont été, entre autres, déclarées par la ville de Paris dès la candidature. L'idée, ce n'est pas de construire un village olympique, mais de construire un quartier. Et ce quartier, comme un quartier qu'on pourrait appeler Airbnb, sera offert à la famille olympique lorsqu'elle viendra pour les Jeux olympiques. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'on ne construit pas un village qui ensuite va être coupé en morceaux, ou bien on va tenter de le faire vivre de façon plus ou moins artificielle. Non, non, on va construire un quartier avec des rues, avec de la mixité, avec tout un système d'articulation entre ce nouveau quartier et le tissu urbain existant. Ceci s'opère évidemment à partir d'un foncier qui a peu de valeur, ou tout au moins une valeur qui est passée. Ce sont des friches industrielles. L'intérêt de ces friches industrielles, c'est évidemment une disponibilité importante de foncier avec peu d'expropriation, ce qui a été le cas dans la procédure mise en place pour construire le village olympique. C'est le bord de la Seine. Le bord de la Seine, ce n'est pas un lieu inconnu, c'est un lieu aussi culturel, beaucoup de peintres, beaucoup de récits. La Seine porte en elle l'histoire, effectivement, de l'Île-de-France, et donc la présence de l'eau, et j'y reviendrai de façon assez têtue dans l'exposé, la présence de l'eau est un élément important de ce village olympique. En fait, vous verrez, ce village olympique, on aurait pu le construire partout ailleurs, à Strasbourg, à Nantes, à Bordeaux. En fait, c'est une opération immobilière d'aménagement urbain de très belle qualité, mais qui a deux racines, et c'est là où ça devient extrêmement intéressant. Il y a d'une part la Seine, mais il y a aussi, dans l'exposé, je le présenterai, la Cité du cinéma. Donc en fait, ce qui articule le travail de ce quartier éco-durable, c'est la racine géographique et la racine historique avec la présence donc, de ce grand bâtiment que vous voyez sur cette image, bâtiment industriel, conservé et qui va être transformé. En fait, il fallait aller vite. Et pour aller vite, on ne va pas travailler avec des petits morceaux qu'on va assembler les uns avec les autres. On va travailler plutôt avec des grands éléments. Cette image est une métaphore, évidemment un jeu de mots en français aussi. Un bâtiment, c'est évidemment un immeuble, mais un bâtiment, c'est aussi un grand bateau. Et donc, il y a là l'idée, non pas de lancer 20, 30 consultations
est de travailler avec une dizaine d'entreprises. Il y a là l'idée de travailler avec des grands bateaux, c'est-à-dire des grands îlots, avec un architecte capitaine par îlot, accompagné d'un équipage de 4 ou 5 autres architectes, paysagistes, etc., une entreprise, un promoteur, un investisseur. Et donc, en fait, c'est plutôt 4 ou 5, si on peut dire, macro-lots ou macro-îlots qui se sont mis en route pour non seulement arriver à l'heure, parce que le village a été livré effectivement dans les temps, et dans un budget qui, lui aussi, était assez contraint, même s'il y a eu des adaptations de ce budget de façon à connecter le village avec les quartiers autour. Car l'idée, c'est évidemment de tenter de ne pas construire un nouveau quartier, qui est très bien. Le village olympique, c'est très très bien, au point de vue prestations, etc., si ce n'est que c'est au milieu d'un océan de désarroi. Donc nous ne sommes pas dans une ville ou des villes, puisque Saint-Ouen, Saint-Denis et l'île Saint-Denis sont des villes pauvres. C'est des villes où effectivement la population est en plus extrêmement liée à l'immigration. Il y a donc des vrais sujets d'intégration et il faut que le village olympique soit le moteur de cette intégration. Et pour ça, il faut revenir à des éléments très simples. Par exemple, le vrai sol. Le vrai sol, c'est un élément absolument d'appropriation, car il y a cette dimension naturelle, immédiate, spontanée, que tout le monde comprend. On n'a pas besoin de parler différentes langues pour expliquer que l'on est sur un sol naturel. Et ce vrai sol avait disparu avec les installations industrielles, qui, elles, évidemment, avaient développé des plateformes de façon à produire, entre autres de l'électricité, à cet endroit-là. Et donc, l'idée, c'est de retrouver le sol, et le village olympique n'est pas plat. En fait, le village olympique a une pente d'environ 16 mètres de hauteur entre sa proximité avec la gare de Saint-Denis, Pleyel, et le bord de l'eau. Ces 16 mètres, évidemment, c'est un atout intéressant pour la vie du village, mais c'est aussi une contrainte, car nous sommes dans un déplacement universel, c'est-à-dire tout le village est handicapable. Donc, pour nous, ça a été un travail extrêmement complexe, assez savant, il faut le dire, sur la géométrie de tout l'espace public afin qu'on puisse se déplacer à 4%, c'est-à-dire que les handicapés puissent se déplacer partout, dans toutes les directions, sur l'espace public, dans tout le village, avec effectivement ces dénivelés qui vont, comme je l'évoquais, jusqu'à 16 mètres de différence de niveau sur l'ensemble du village. Ceci est très intéressant parce que, comme vous le voyez ici, petit à petit, vous voyez que ces grands bateaux sont perpendiculaires à la Seine. C'est-à-dire que ces grands bateaux sont comme la cité du cinéma, qui va être protégée, qui va être conservée, et sur laquelle on va accrocher, si je puis dire, le développement contemporain de cette partie de Saint-Ouen et de Saint-Denis. Et tous ces éléments sont, comme je le disais, perpendiculaires à la Seine, avec l'ouest, ici, sur cette partie-là, à gauche de l'écran, en haut. Et donc, les vents dominants vont passer au travers de la Seine, 2 fois, puisqu'il y a une île, vont se rafraîchir et vont remonter le long de cette pente entre les îlots qui sont perpendiculaires à la Seine. C'est-à-dire que cette notion de durabilité, c'est pas je mets des capteurs solaires partout, des pompes à chaleur et tutti quanti. Oui, il y en a bien sûr, mais surtout il y a un dispositif géographique comme le faisaient nos aïeuls en campagne, c'est-à-dire on utilise le vent, on utilise le vrai sol pour récupérer l'eau, on fait avec ce qui est là et ce qui est la nature elle-même, et donc évidemment c'est un apport de durabilité non négligeable, gratuit, passif et pour la vie. Donc ça c'est un élément d'ancrage, ça ne suffit pas pour être durable, mais ça donne déjà quelques éléments. La question aussi du végétal, on voit qu'il y a beaucoup plus de végétal qu'on ne croit dans cet environnement. Et puis, évidemment, tout ceci, c'est pour combattre l'élévation de la chaleur avec, comme vous le savez, des perspectives jusqu'à 36 degrés. On les a dépassées cet été, d'ailleurs, en Île-de-France. Donc, l'eau, le vent et la topographie, les retrouvailles avec le sol naturel. Les retrouvailles avec la Seine, c'est donc un grand thème du village olympique qui cherche à
apporter des réponses, car la Seine est présente, mais elle est fort peu atteignable. Le port autonome de Paris gère, évidemment, d'un point de vue industriel, la Seine. Pour lui, c'est un trafic de bateaux, ce sont des ports, on charge, on décharge. Il n'y a aucune conception, vision de ce qu'est la citoyenneté du fleuve par rapport aux différentes villes qu'il traverse. Donc il y a là un sujet, effectivement, de réflexion, un sujet qui est très difficile à mettre en œuvre, car en fait, il y a tellement de, si je puis dire, d'instances que le système est parfaitement autobloquant. C'est-à-dire que vous avez un village olympique qui est sur 3 communes, sur 2 départements. C'est un ensemble qui, évidemment, est coordonné, ou tout au moins piloté en partie par l'État, puisqu'il y a des grandes infrastructures. La Seine appartient à l'État, les grandes autoroutes appartiennent à l'État, les grands réseaux également. Donc il y a là des conjonctions, en fait, politiques, mais ce n'est pas seulement politique, territoriales, qui sont extrêmement difficiles à faire bouger et à articuler les unes avec les autres. Et donc c'est pour cela que l'idée d'un permis à double état a été imaginée pour les Jeux olympiques, c'est-à-dire un permis pour construire le village olympique et un autre permis pour son affectation future, c'est-à-dire une visite que je vous conseille l'été prochain, où là vous aurez donc un espace public complètement achevé, vous aurez des habitants, des services, des commerces, etc. Et donc vous pourrez descendre à la station Pleyel en venant du centre de Paris ou même d'Orly, puisque là la ligne 14 maintenant relie Orly à Pleyel. En une petite demi-heure, vous traversez effectivement Paris, et c'est vraiment quelque chose qui transforme totalement la vie, évidemment, de millions d'habitants. Et ce n'est que le début, puisque le grand cercle que j'évoquais tout à l'heure sera mis en service à partir de fin 2026. Donc un travail qui est un travail assez modulé, qui cherche non seulement à préserver ce grand bâtiment que vous voyez un peu en briques, enfin tout au moins de couleur brique. Vous voyez le grand Stade de France, le Stade de France. Vous voyez une tour qui aujourd'hui a été doublée. Ça, c'est le site avant. Et cette image, qui est une image importante, où nous avons tout dessiné. C'est-à-dire que notre mission était une mission effectivement d'aménagement, c'est-à-dire nous avons dessiné dans le détail et en termes d'exécution tout l'espace public, tous les espaces publics, ce qui représente à peu près 50%, pas tout à fait, mais le village, en fait, occupe 50% d'emprise au sol, 50% de vide, avec des jardins intérieurs, etc. Donc c'est un travail important et structurant. Et également, nous avons dessiné l'ensemble des bâtiments pour les mesurer, parce qu'il n'y avait pas le temps. C'est-à-dire on ne pouvait pas accueillir promoteurs, investisseurs, architectes et qu'ils se grattent la tête pour savoir ce qu'ils allaient faire. Il y avait un volume capable dans lequel chacun devait rentrer. Et ça, cet élément était également très important parce que, comme vous le savez, le programme, si je puis dire, des bâtiments pour accueillir un village olympique, c'est tout à fait différent d'un programme de logement unifamilial, d'hôtels, de bureaux, etc. Et donc, nous avons dû, et c'était notre mission et notre devoir, de faire valider par le comité olympique la qualité d'accueil et le nombre, la capacité d'accueil du village olympique, c'est-à-dire environ 15 000 athlètes. Il faut savoir qu'un athlète, pas tous, mais quand même, mange à peu près 6 fois par jour. Donc c'est quand même un certain rythme. Et donc la cité du cinéma est apparue, même si elle est blanche de façon pudique au cœur du dispositif, est apparue en fait comme le cœur du réacteur pendant les Jeux olympiques. Et ça a donné, et vous le verrez en conclusion de la présentation, une nouvelle dynamique et un nouveau sens et une nouvelle identité, et surtout l'identité de ce quartier olympique. Donc la partie blanche, j'y reviens, parce que c'est bien que ce soit en blanc, et c'est vraiment pas bien. C'est-à-dire qu'effectivement, pour des raisons stratégiques, de tableau Excel, en termes de délai et de coût, de mettre à part la Cité du cinéma, qui de fait n'est pas inscrite dans l'étude urbaine et dans le plan d'aménagement général, c'est efficace. Mais à la sortie, c'est un peu bêta, parce que cet élément, c'est 8 hectares dans les 50 hectares du village olympique, au cœur,
construit. Et donc, il y a là toute une phase de réinsertion, de réécriture de cette cité du cinéma qui, à l'évidence, en fait, fait converger l'ensemble donc de la réalisation du village olympique. Voilà donc le quartier avec l'assemblage des différents projets. Donc c'est un quartier avec une certaine densité qui prolonge ni plus ni moins un quartier de cœur de ville. Également le travail que nous avons fait en maquette avec les quartiers environnants, pas seulement les communes proches, mais d'une façon un petit peu plus large avec le grand réseau. Et puis, évidemment, ces capacités d'accueil importantes, comme je l'évoquais, 15 000 athlètes, 8 000 nouveaux habitants, etc. Donc, une offre relativement importante, mais sur 10 millions d'habitants, tout est relatif. Mais ceci dit, c'est un point qui est significatif en termes de qualité et de développement urbain. Aujourd'hui et surtout dans les prochaines années avec tout ce secteur de Saint-Ouen et de Saint-Denis qui, encore une fois, je le redis, qui deviennent des lieux importants de régénération, si je puis dire, et sociale et urbaine. La question de l'eau, c'est aussi la question des inondations. Donc là aussi, il y a un travail si je puis dire, d'utilisation de ce mouvement des eaux et également de la présence de l'eau. Également, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de plantations. C'est un quartier qui est très riche en végétalisation, avec, là aussi, beaucoup de dispositifs très simples, souvent agricoles, de rues, c'est-à-dire de petits ruisseaux que l'on retrouve, etc., de zones humides. Donc, ce n'est pas une espèce de projet forcené d'écologiste radical, c'est un projet qui apporte des réponses qui sont proportionnées si je puis dire, aux espaces publics qui sont dessinés et évidemment aux bâtiments qui vont accueillir de nouvelles populations. Évidemment, ce quartier vivra des mouvements sociaux. Ça aussi, c'est important pour l'espace public. L'espace public, ce n'est pas qu'une jolie place bien dessinée et plantée de façon agréable. C'est aussi des lieux de rassemblement. C'est aussi des lieux où le citoyen peut s'exprimer avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins de violence. Mais c'est ça, l'espace public. Et donc, le village olympique s'inscrit aussi dans cette réflexion sur la ville et sur l'espace public. Évidemment, on espère qu'il sera beaucoup visité, c'est le cas d'ailleurs, et donc là aussi, ce sont des nouvelles populations, mais c'est aussi des nouveaux modes de fonctionnement avec des ponts. Ce pont que vous voyez ici, c'est un nouveau pont, piéton et bus, qui vous amène directement de la station de métro qui se trouve au pied de la Grande Tour, sensiblement, jusqu'à l'île Saint-Denis. Également, on a cherché à agrandir l'espace public sur la Seine, avec un succès relatif, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Donc là aussi, ce sont des réflexions pour offrir plus d'espace, plus de volume, plus d'air, plus de lumière, plus de végétation. Et on travaille avec tout type de matériaux. Vous avez vu des maquettes d'études. Là, ce sont des collages que l'on réalise. Des collages qui sont un peu comme des fictions, qui nous emmènent, qui nous révèlent les lieux, qui nous font ouvrir les yeux de façon plus large. Et toujours, cette idée permanente, le village n'est pas un lieu clos, le village est un lieu à partir duquel va se développer une nouvelle vie et va en fait être en relation avec ce qui l'entoure. Donc cette conception urbaine est en fait, marche très bien et marche, si je puis dire, instantanément. Sitôt que les athlètes sont partis, les premiers espaces publics ont été mis en chantier pour qu'ils soient complétés. Et aujourd'hui, à part des questions évidemment de financement, pour des questions de loyer, effectivement, des nouvelles populations commencent à s'installer. Également, le village fait naître, et en partie les Jeux Olympiques, fait naître d'autres tracés dans la ville. Ici, c'est ce que nous avons proposé, la boucle sportive, c'est-à-dire comment se balader en ville, courir, avoir des lieux de parcours en ville liés au sport, c'est-à-dire comment utiliser encore une fois l'espace public pour d'autres usages que celui de circuler à pied, en vélo ou en voiture. Il y a là donc un travail qui a été très apprécié
par l'ensemble des élus et des populations localement et qui permet de mettre en place des tracés plus exactement, qui font découvrir la ville autour de soi et qui intègrent les quartiers, évidemment, nouvellement créés. Vous connaissez tous Anne Hidalgo et son tropisme pour nager dans la Seine, une Seine évidemment propre, renouvelée. Donc il y a ce projet évidemment au pied du village olympique, c'est en cours. Donc une relation, encore une fois je le redis, à la Seine, à la géographie, une maquette qui est en fait la maquette d'origine, si je puis dire, à partir de laquelle l'ensemble des équipes, 40 architectes ont travaillé sur le village olympique, ont construit donc l'ensemble de ces bâtiments. Il y a évidemment une dizaine de paysagistes également qui ont travaillé sur le village olympique, différents promoteurs, investisseurs qui ont porté, et entreprises évidemment, qui ont porté l'ensemble du projet. Un dernier mot sur la Cité du cinéma. La Cité du cinéma, c'est le cœur, ce que j'évoquais du quartier, le cœur du réacteur. C'est le lieu où on peut construire une grande place, parce qu'il n'y a pas de grande place olympique finalement dans ce village. Et donc la Cité olympique, plutôt la Cité du cinéma, permet de construire une grande place publique qui va en fait être le parvis d'une grande galerie qui existe, qui fait le double en longueur de la galerie de la Tête moderne à Londres. C'est donc un espace très intéressant, très important, et qui va permettre de développer un certain nombre d'activités, d'événements. Vous voyez cette nef, qui peuvent être du sport, qui peuvent être du cinéma également. Et donc, on voit là une phase de chantier du village olympique. Et donc, cette cité du cinéma, petit à petit, avec des studios de cinéma, avec des bureaux, avec des écoles aussi liées au cinéma, entre autres, cette cité du cinéma va s'ouvrir à d'autres fonctions. Elle ne va pas être close et je dirais même recluse dans une enceinte. Elle va s'ouvrir et va accueillir justement des nouvelles fonctions et surtout des nouvelles connexions entre le cœur du quartier et le bord de Seine. Donc vous voyez la tour ici au pied de laquelle se trouve donc la station de métro du Grand Paris Express. En fait, le village olympique, ce sont deux rues. Une rue que vous voyez ici à gauche, plutôt assez dense, un peu voilà, en continuité, et une autre rue qui se trouve plutôt à droite et qui s'ouvre plutôt sous forme de jardin et qui conduit, elle aussi, vers le bord de l'eau. Voilà quelques exemples donc, de réalisation avec un travail que nous avons poussé, soutenu et développé avec les architectes, de construire avec des matériaux évidemment biosourcés, mais surtout des matériaux avec des couleurs. En France, et surtout à Paris, c'est quelque chose qui n'est pas très répandu. On ne ferait pas ça évidemment dans le centre de Paris, mais ça donne un caractère tout à fait un peu plus heureux, un peu plus gai aussi à ces quartiers de périphérie qui aujourd'hui le sont de moins en moins. Pour réaliser cela, il faut une grande table autour de laquelle gravite tout le monde. Et cette table, vous en avez ici une évocation avec tous les partenaires politiques, financiers, techniques, les architectes, les différentes maîtrises d'ouvrage, etc. C'est donc un travail à 1000 mains, comme on l'appelle, et c'est ce travail à 1000 mains qui permet de tenir les délais, de tenir les prix, et surtout de produire un ensemble qui est un ensemble qui a une certaine ambition. Ces ambitions, elles ont été rassemblées dans cet ouvrage que vous avez, le village, un village et son double. Il y a 13 ambitions qui sont énumérées. Ces 13 ambitions ont été un peu notre guide. Chaque ambition, c'est une méthode de travail, c'est un certain type de projet. Les ambitions n'ont pas été toutes pleinement atteintes, mais ça donne, en fait, comme je le disais, un guide et ça permet d'avoir sur la table tous les documents qui ont été produits pour réaliser ce projet d'aménagement urbain. C'est-à-dire, on n'a pas un plan masse avec un tableau Excel et c'est fini. On a tout un dispositif de compréhension, de connaissance, de reconnaissance, d'évaluation d'un territoire avec des programmes, avec des coûts,
avec des modes de construction, avec des exigences, et ceci se trouve donc dans cet ouvrage, donc le village et son double. Merci.